Bonjour les amis, aujourd'hui nous abordons un chapitre assez conséquent du livre qui permettra au travers d'une approche physiologique d'avoir une compréhension plus précise concernant le rôle vital que joue l'électricité dans et en dehors du corps. Cette partie est relativement plus longue que les autres, elle requiert donc un peu plus de concentration. Installez-vous confortablement au casque, retournez votre téléphone, voilà. Il s'agit du dernier chapitre de la première partie du livre, nous sommes désormais à mi-chemin. Ce 10e chapitre s'appelle « Les porphyrines et les bases de la vie ». Assez étrangement, porphyrine n'est pas un mot commun. Il ne s'agit pas d'un sucre, pas d'un gras, ni d'une vitamine, minérale ou hormone. Mais il s'agit d'un élément plus rattaché à la vie que n'importe quel autre, parce que sans cela, nous ne pourrions respirer. Les plantes ne pourraient croître. Il n'y aurait pas d'oxygène dans l'atmosphère. Là où l'énergie se transforme, là où les électrons circulent, les porphyrines sont en jeu. Quand l'électricité altère la conductivité nerveuse ou qu'elle interfère avec le métabolisme de nos cellules, les porphyrines ont là un rôle central. Dans la fin des années 1940, les médecins faisaient face à une contradiction insurmontable. La plupart des produits chimiques de synthèse étaient des poisons et reconnus comme tels. Toutefois, un des héritages de la guerre fut la capacité de produire des objets depuis le pétrole, facilement et à bas coût, des objets consommables à foison. Désormais, grâce à cette industrie pétrochimique balbutiante, grâce à laquelle un mieux-être nous fut promis, les produits de synthèse allaient être partout. Nous allions les porter, dormir dessus, laver nos habits avec, nos cheveux, nos plats, nos maisons, nous nous baignerions dedans, nous isolerions nos maisons avec, recouvririons nos sols avec, nous pulvériserions nos cultures avec, nos jardins, nos animaux de compagnie, nous conserverions notre nourriture avec, nous enduirions nos ustensiles de cuisine avec, nous y emballerions nos courses, nous hydraterions notre peau, nous parfumerions nos corps avec. La profession médicale était face à deux choix. Elle aurait pu tenter d'étudier les effets sur la santé, seule et en synergie, des centaines de milliers de nouveaux produits chimiques qui allaient recouvrir notre monde. Une tâche virtuellement impossible. En soi, cette tentative aurait confronté la profession avec cette industrie pétrochimique pullulante, faisant ainsi peser une menace d'interdiction sur ces nouveaux produits et par conséquent générer une asphyxie d'un boom économique à venir sur les 2 prochaines décennies. L'autre alternative pour la profession fut d'enterrer collectivement la tête dans le sable et de prétendre que la population mondiale n'allait pas s'empoisonner. La médecine environnementale naquit en tant que spécialité en 1951 et fut fondée par le docteur Theron Randolph. Elle devait être créée. L'échelle à laquelle les poisons se répandaient ne pouvait plus être ignorée. Le nombre de patients malades montant en flèche, des patients abandonnés par la médecine mainstream, généra un besoin urgent de praticiens formés pour reconnaître au moins quelques effets de ces nouveaux produits chimiques et de traiter les maladies qui en découlaient. Cette spécialité médicale fut ignorée par la médecine courante et ses praticiens ostracisés par l'Association de médecine américaine. La sensibilité chimique, ce nom malheureux donné à des millions de patients empoisonnés, ne fut pas mentionné dans les écoles de médecine. La maladie nommée porphyrie ne l'était pas non plus, alors qu'elle est une appellation beaucoup plus appropriée. Cette dernière n'est toujours pas mentionnée dans les écoles des États-Unis jusqu'à ce jour. La haute sensibilité aux produits chimiques, rappelons-le, fut décrite en premier par le médecin new-yorkais George Miller Bird, dont nous avons parlé dans le chapitre 5. Il considéra cette sensibilité comme le symptôme d'une nouvelle maladie. Les débuts de l'électrification de la société, au travers de l'installation des câbles de télégraphe, amenèrent avec eux une cohorte de complaintes associées à la neurasthénie. 2 de ces complaintes étaient notamment de développer des allergies et une tolérance fortement réduite à l'alcool et aux médicaments, tels que des somnifères développés vers la fin des années 1880, ainsi que d'autres barbituriques développés plus tard. Alors, que sont ces fameuses porphyrines ? Les porphyrines sont des pigments photosensibles qui jouent un rôle crucial dans la vie des plantes et des animaux, et dans tout l'écosystème de la planète Terre. Chez les plantes, une porphyrine liée à du magnésium, c'est un pigment nommé chlorophylle, qui rend les plantes vertes et qui est responsable de la photosynthèse. Chez les animaux, c'est une molécule pratiquement similaire qui se lie à du fer et qui donne un pigment dénommé l'hème, H-E-M-E, une partie essentielle de l'hémoglobine qui rend le sang rouge et qui permet de porter l'oxygène aux cellules. L'hème est aussi par exemple une composante centrale du cytochrome C et du cytochrome oxydase, des enzymes contenues dans chaque cellule de chaque plante, de chaque animal et de chaque bactérie. Et ces enzymes transportent les électrons des nutriments à l'oxygène pour que nos cellules puissent en extraire l'énergie.
Enfin, l'hème est le composant principal des enzymes cytochrome P450 présents dans notre foie pour le détoxifier des produits chimiques en les oxydant. Alors, c'est un peu technique ici, mais on va dire que ça va vous servir pour la suite afin de comprendre les vrais enjeux au niveau de la physiologie. En d'autres termes, les porphyrines sont les molécules qui sont l'interface même entre l'oxygène et la vie. Elles sont responsables de la création, de la maintenance et du recyclage de tout l'oxygène dans notre atmosphère. Elles rendent possible la libération d'oxygène depuis le dioxyde de carbone des plantes, puis l'extraction de l'oxygène dans l'air par les plantes et les animaux. Cet oxygène est utilisé par tout être vivant pour brûler des glucides, des graisses et des protéines pour produire de l'énergie. La grande réactivité de ces molécules en fait de réels transformateurs d'énergie, et leur affinité pour les métaux lourds en font aussi toutefois des particules toxiques quand elles sont accumulées en trop grand nombre dans le corps, ce qui est le principe même de la maladie appelée porphyrie, une maladie qui n'en est pas une, mais plutôt un trait génétique, une sensibilité innée aux pollutions environnementales. Si la chaîne des porphyrines et d'autres précurseurs de porphyrine, une chaîne nécessaire à la production de M, est ralentie, s'ensuit alors une accumulation de porphyrine qui générera plus tard la maladie. Cette accumulation peut notamment causer des lésions moyennes à sévères de la peau ainsi qu'une photosensibilité accrue. Cette accumulation affecte aussi le système nerveux et d'autres organes causant diverses maladies. Parce que la maladie de la porphyrie est supposée rare, le diagnostic est souvent mal effectué et on conclut faussement à une autre maladie. Elle est justement appelée la petite imitatrice car elle peut affecter beaucoup d'organes et mimer ainsi de nombreuses autres maladies. Puisque les patients souffrent beaucoup plus qu'il n'y paraît, on psychiatrise souvent à tort cette maladie. La porphyrie est une réponse à la pollution environnementale et était de fait extrêmement rare dans un monde non pollué. À part les quelques très rares cas souffrant congénitalement de cette maladie, une déficience en enzyme porphyrique ne cause normalement pas de maladie. De fait de la manière dont cette maladie a été découverte et du fait de l'absence de produits chimiques à cette époque, la porphyrie se fit connaître comme une maladie rare, une maladie généralement déclenchée par des produits chimiques tels les barbituriques que les patients génétiquement sensibles à cette maladie devaient absolument éviter. Ce n'est qu'au début des années 1990 que le docteur William Morton, professeur de médecine environnementale à l'Université des sciences de l'Oregon, réalisa que, puisque les produits chimiques de synthèse étaient bien plus présents dans l'environnement moderne, il devait alors être un des plus grands déclencheurs d'attaques porphyriques. Morton proposa alors que la maladie controversée nommée multichimicosensibilité, ou en anglais Multiple Chemical Sensibility, était dans la plupart des cas identique avec une ou plusieurs formes de la porphyrie. Quand il commença à tester ses patients atteints de MCS, donc multicochimicosensibilité, il trouva qu'effectivement 90% d'entre eux étaient déficients en une ou plusieurs enzymes porphyriques. Il investigua alors un nombre conséquent d'arbres généalogiques recherchant le même trait génétique et réussit à démontrer une origine héréditaire de la MCS, ce que personne avant n'eût fait, la MCS n'ayant auparavant jamais été connectée avec aucun marqueur biologique. Morton se rendit aussi compte que la plupart des personnes électrico-sensibles avaient une déficience d'enzymes porphyriques et que la sensibilité électrique aussi bien que chimique apparaissait comme la manifestation de la même maladie. La porphyrie, montra Morton, n'est pas cette maladie extrêmement rare, mais elle doit en fait toucher au moins 5 à 10% de la population mondiale. Ce médecin fut bien courageux, car l'étude et le traitement de cette maladie rare étaient l'objet d'une chasse gardée d'une élite réduite de cliniciens qui contrôlaient virtuellement toute la recherche et le savoir au sein de ce domaine très fermé. Hans Günther, le médecin allemand qui en 1911 donna à la porphyrie son nom, déclara que de tels individus sont neuropathiques et souffrent d'insomnie et d'irritabilité nerveuse. Le docteur William Norton nous ramène donc à une vision originelle de la porphyrie. Il ne s'agit pas seulement d'une maladie commune, mais elle existe aussi sous forme chronique avec des symptômes relativement bénins. Sa cause principale sont les produits chimiques de synthèse et les champs électromagnétiques qui polluent notre environnement moderne. Les porphyrines sont centrales dans notre histoire, pas seulement à cause de la maladie qui porte son nom, qui affecte un petit pourcentage de la population mondiale, mais à cause de la part dans laquelle les porphyrines jouent un rôle dans les épidémies modernes de maladies cardiaques, de cancer, de diabète, qui affectent la moitié du globe. Elles sont aussi centrales parce que leur existence même est un rappel du rôle de l'électricité dans le vivant, un rôle que peu de scientifiques courageux ont lentement élucidé.
Parmi ces scientifiques qui ont osé explorer les mystères du vivant, Albert Szent-Györgyi est un nom dont il faut se rappeler. Il est notamment connu pour avoir découvert la vitamine C en 1929 et plus tard il décortiqua le fonctionnement de la respiration cellulaire, un système désormais connu sous le nom de cycle de Krebs. Pour ces deux découvertes, il fut récompensé du prix Nobel en physiologie et en médecine en 1937. Il dédia les 2 décennies suivantes à l'étude des muscles. Il est toutefois beaucoup moins connu pour son intuition et sa volonté de redynamiser la biochimie du XXe siècle. Devant un parterre de ses pairs, il se dressa en mars 1941 lors d'une conférence à Budapest pour clamer haut et fort que les organismes vivants n'étaient pas seulement des petits récipients d'eau dans lesquels des molécules s'entrechoquent telles des boules de billard, des boules se liant les unes aux autres par des liens chimiques. Il revendiqua alors la théorie quantique pour faire avancer cette remise en question souhaitée. Non, il ne put se résoudre aux explications de l'époque concernant la chimie des protéines, comment elles se déplaçaient, comment la vie surgissait en elles. Il fut alors amené irrémédiablement à se pencher sur le fonctionnement des porphyrines et de leurs enzymes. Il suggéra alors l'hypothèse, pour tenter d'expliquer le balai spectaculairement précis des molécules et des électrons, d'un système fait de cristaux liquides biologiques et de semi-conducteurs, harmonisant l'information et l'énergie sur de longues distances, un système loin de l'idée des molécules boules de billard se connectant par défaut au gré de leur rencontre. C'était en fait l'hypothèse d'un système dans lequel l'électricité était le maître d'œuvre. Szent-Györgyi était dans le vrai. Toutefois, ses observations ne purent percer car dans les mentalités de l'époque, le divorce entre l'électricité et la vie était déjà bien consommé. Il n'était en effet pas concevable que la peau, les os et les muscles soient influencés par l'électricité. L'électricité, c'était les télégraphes, les chemins de fer, etc. Les protéines ne pouvaient être considérées comme des semi-conducteurs. D'admettre cela, ce serait une remise en question trop profonde, synonyme de menace pour l'industrie, l'économie et la culture moderne. Les biochimistes continuèrent alors à penser les protéines, les gras et l'ADN telles des pièces de marbre fluctuant dans une solution aqueuse, se percutant au gré du hasard. Malgré le manque de véhémence de Szent-Györgyi pour faire valoir son hypothèse, à cause des mentalités, ses prédictions lui donnèrent raison. Les molécules dans les cellules ne dérivent pas au hasard en se percutant les unes aux autres. La piézoélectricité, une propriété des cristaux qui les rend utiles dans les produits électroniques, transforme le stress mécanique en voltage électrique et vice-versa. Elle se trouve dans la cellulose, le collagène, la corne, les os, le bois, les tendons, les vaisseaux sanguins, les muscles, les nerfs, l'ADN et tout type de protéines observées. En d'autres termes, ce que nombre de biologistes ont ignoré pendant 2 siècles, l'électricité est essentielle en biologie. Après cette sortie de Szent-Györgyi lors de la conférence de Budapest en 1941, d'autres scientifiques poursuivirent son questionnement. Un exemple parmi d'autres, Daniel Helley, en 1959, prouva que les protéines séchées, les acides aminés et les porphyrines sont effectivement des semi-conducteurs. Plus tard, en 1966, Ling Wei, professeur d'ingénierie électrique à l'université de Waterloo en Ontario, énonça sans vergogne qu'un axone nerveux est une ligne de transmission électrique et que sa membrane est un transistor ionique. Il dit qu'un circuit similaire peut être trouvé aujourd'hui dans n'importe quel livre animé électriquement. Prenons aussi l'exemple de Włodzimierz Sedlak, qui poursuivit les travaux de Szent-Györgyi en Pologne. Il dit alors que la vie n'est pas seulement une collection de composés organiques régis par des réactions chimiques, mais que ces réactions chimiques sont agencées par des processus électriques qui s'instaurent dans un environnement de protéines semi-conductrices. Un chercheur de la même université que Sedlak, Marian Vnuk, se concentre sur les porphyrines en tant qu'élément clé de la vie. Il déclare même que la fonction principale des systèmes porphyriques sont des systèmes électriques. Il est intéressant de noter que les porphyrines sont utilisées aussi dans les produits électroniques et que cela nous instruit donc sur la biologie. Les films de porphyrine appliqués sur les panneaux photovoltaïques augmentent le voltage et le courant. Les porphyrines nous permettent de traiter l'oxygène, elles permettent de respirer, de métaboliser la nourriture. Elles sont les transmetteurs d'énergie les plus puissants du corps. Elles permettent aussi l'absorption d'énergie solaire chez les plantes et le transport des électrons qui convertissent les dioxydes de carbone et l'eau en glucides et en oxygène. Maintenant, concentrons-nous sur ces molécules et leur rapport avec le système nerveux et l'environnement. On retrouve donc nos chères porphyrines dans le système nerveux de tous les mammifères. Elles se concentrent surtout dans les gaines de myéline, des gaines qui enveloppent les neurones, ces cellules qui transmettent des messages au cerveau depuis nos 5 sens.
Ces gaines de myéline ont été délaissées par les chercheurs et leur dégradation cause des maladies neurologiques parmi les moins bien comprises de notre temps, la sclérose en plaques. C'est notre chirurgien orthopédiste Robert Baker, déjà cité dans un autre chapitre, qui dans les années 1970 découvrit que les gaines de myéline étaient réellement des lignes de transmission électrique. Quand les produits chimiques environnementaux empoisonnent les voies porphyriques, notamment les métaux lourds, une accumulation de porphyrine s'installe dans le système nerveux et le reste du corps. Cela perturbe les gaines de myéline et change leur conductivité, ce qui par conséquent altère l'excitabilité des nerfs qu'elles entourent. Le système nerveux entier devient hyperactif et sensible à des stimulus d'ordre divers et variés, champs électromagnétiques inclus. Ces gaines de myéline n'ont été étudiées que récemment. Au XIXe siècle, ne leur trouvant pas de fonction apparente, les anatomistes leur prêtèrent un rôle nutritif, un rôle de soutien aux nerfs qu'elles entourent. Ce sont les recherches de Robert Baker qui apportèrent beaucoup de lumière sur le rôle de ces gaines. Il put résoudre des questionnements liés à des guérisons non abouties, et ce, en utilisant un appareil délivrant de minuscules courants électriques qu'il appliqua sur ces os mal résorbés. Son postulat de départ fut la reprise des travaux de Szent-Györgyi, prêchant que si les protéines sont semi-conductrices, les os le sont peut-être aussi. Les os ne sont pas que collagène et apatite, qui est un type de minéral. Ils sont aussi composés de traces de cuivre, entre autres. Robert Baker créa ainsi un appareil avant-coureur utilisé aujourd'hui par les chirurgiens orthopédistes du monde entier. En 1958, Harvey Solomon et Frank Fige suggérèrent que les porphyrines jouent un rôle important dans le système nerveux. Information importante pour les personnes souffrant de multichimico-sensibilité et d'électro-hypersensibilité. Pour celles et ceux qui génétiquement ont moins d'enzymes porphyriques, la myéline est par conséquent plus apte à être affectée par les champs électromagnétiques. Les toxines chimiques et les champs électromagnétiques agissent par conséquent en synergie. Les cellules de la gaine de myéline, nommées aussi cellules gliales, sont bien plus qu'un papier d'emballage des neurones. Une découverte de chercheurs basée à Gênes est en train de révolutionner la neurologie et elle concerne la respiration. On sait très bien que le cerveau consomme plus d'oxygène que n'importe quel autre organe et que si l'on arrête de respirer, le cerveau est le premier organe qui se meurt. Ce que cette équipe italienne a découvert, c'est que 90% de cet oxygène n'est pas consommé par les cellules nerveuses du cerveau, mais par ces gaines de myéline qui les entourent. Dans le système nerveux, au moins, une grande partie de l'oxygène est donc consommée par cette substance grasse appelée myéline, dont 40 ans de recherche montrent qu'elle contient des porphyrines et qu'elle est semi-conductrice. Certains scientifiques émettent l'hypothèse que cette gaine de myéline serait telle une centrale énergétique gigantesque, sans laquelle l'oxygène de notre cerveau et le système nerveux ont besoin ne pourrait être acheminé. Pour valider cela, nous devrons attendre que les découvertes de Ling Wei et de Robert Baker soient reconnues, à savoir que les neurones et leurs gaines de myéline œuvrent de concert pour former un complexe et élégant système de lignes de transmission électrique sujettes à des interférences, tout comme les lignes de transmission construites par les ingénieurs humains. Passons désormais à un sous-chapitre qui concerne la connexion avec le zinc. Le rôle du zinc fut découvert en 1950 par Henry Peters, un porphyrinologiste de l'Université médicale du Wisconsin. Tout comme le docteur Morton dont nous avons parlé plus tôt dans ce chapitre, Peters était impressionné par le nombre de personnes qui semblaient avoir une condition légère ou latente de porphyrie, et pensa que la chose était beaucoup plus fréquente que ce qui était communément admis. Peters découvrit que ces patients atteints de porphyrie excrétaient de grandes doses de zinc dans leurs urines, jusqu'à 36 fois la normale. Avec cette information, Peters entreprit la chose suivante. Il chélata logiquement ces patients pour réduire la dose de zinc et cela fonctionna très bien. Les patients recouvraient une condition libre de tout symptôme, et ce pendant plusieurs années. Contrairement à la sagesse conventionnelle qui suppose que la carence en zinc est courante et qu'elle devrait être complémentée, les patients de Henry Peters étaient justement intoxiqués au zinc, tout comme sans doute 5 à 10% de la population atteinte de manière non sue de porphyrie le pourrait être. Les 40 années qui suivirent pour Peters furent marquées d'une très forte résistance par rapport à cette idée de toxicité commune au zinc. Depuis, des preuves s'accumulent, et elles vont dans le sens de Peters. De grandes quantités de zinc entrent dans notre environnement, dans nos maisons et dans nos corps, et ce ayant pour cause les processus industriels, les métaux galvanisés, et même les plombages dans les dents. Le zinc se trouve aussi dans les dentifrices et dans l'huile de moteur. Il y a énormément de zinc dans les pneus d'automobile qui sont en constante érosion et
qui en fait ainsi un des composants principaux des poussières le long des routes. Poussières qui s'acheminent sans souci dans nos courants d'eau pour finalement finir dans notre eau potable. Pour répondre à cette question de l'intoxication au zinc, un groupe du laboratoire national de Brookhaven aux États-Unis, ainsi qu'un groupe de sondage géologique américain et plusieurs universités élevèrent des rats en les complémentant avec du zinc. À l'âge de 3 mois, les rats présentaient déjà des signes de déficience de mémoire. À 9 mois, ils avaient des niveaux élevés de zinc dans leur cerveau. Une expérience menée dans un bidonville du Bangladesh ensuite, où l'on vit des femmes enceintes se faire administrer 30 mg de zinc quotidiennement, dans l'attente de constater des bénéfices au niveau du développement mental et moteur chez leur bébé. Les chercheurs constatèrent en fait l'opposé. Dans une expérience conjointe, on donna 5 mg de zinc à des jeunes enfants en observant le même résultat étonnant. Les enfants complémentés présentaient plus de difficultés que les autres lors de tests mentaux standards. Un corps d'études en constante augmentation montre que la complémentation en zinc empire la maladie d'Alzheimer et qu'une chélation de zinc améliore les capacités cognitives chez les patients alors atteints de cette même maladie. Une équipe australienne observa aussi lors d'autopsies que les défunts atteints de maladie d'Alzheimer présentaient une quantité double de zinc par rapport à des patients n'ayant eu Alzheimer. Plus la démence était sévère, plus les niveaux de zinc étaient élevés. Les nutritionnistes ont longtemps été induits en erreur, quand pour juger des stocks de zinc dans le corps, ils avaient alors recours au bilan sanguin. Les scientifiques montrent en effet que les niveaux de sang ne sont pas fiables pour cela. Dans certaines maladies, comme celle d'Alzheimer, il est normal d'avoir des niveaux de zinc bas ou normaux dans le sang, alors qu'ils sont élevés dans le cerveau. Dans de nombreuses maladies comme le diabète et certains cancers, le zinc dans les urines est élevé alors qu'il est bas dans le sang. Il semble qu'il est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît d'avoir des carences via une alimentation pauvre en zinc. Le corps est incroyablement capable de compenser même des niveaux de zinc très bas dus à une alimentation carencée, et ce en augmentant l'absorption intestinale et en diminuant l'excrétion via l'urine, les selles et la peau. La dose recommandée est d'environ 11 mg par jour, mais avec seulement 1,4 mg de zinc par jour, on peut maintenir une homéostasie et des niveaux de zinc normaux dans le sang et les tissus. Au-dessus de 20 mg par jour, on risque une toxicité sur le long terme. Passons à la conclusion de ce grand chapitre. Dans nos cellules, on sait que la production de M depuis les porphyrines peut être inhibée par une large variété de produits chimiques toxiques, mais pas par l'électricité, au moins autant qu'il est communément admis aujourd'hui. Nous verrons pourtant dans les chapitres suivants que les champs électromagnétiques interfèrent avec une des tâches les plus importantes que l'M est censé faire pour nous, permettre la combustion de notre nourriture par l'oxygène afin que nous puissions respirer et vivre. Comme de la pluie sur un feu de camp, les champs électromagnétiques éteignent les flammes du métabolisme. Ils réduisent l'activité des cytochromes, et ce en exerçant une force qui altère la vitesse des électrons transportés le long de la chaîne des cytochromes jusqu'à l'oxygène. Chaque personne sur cette planète est affectée par cette pluie invisible qui pénètre l'usine de nos cellules. Chacun voit alors son métabolisme ralenti, moins vif que si ces champs n'étaient pas là. Nous verrons comment cette lente asphyxie provoque les maladies majeures de notre civilisation, les cancers, les diabètes et les maladies cardiaques. Il n'y a pas d'échappatoire. Peu importe l'alimentation, l'exercice, le mode de vie et le patrimoine génétique de chacun, le risque de développer ces maladies est tout simplement beaucoup plus grand qu'il y a 130 ans. Les gens étant génétiquement prédisposés ont tout simplement un plus grand risque que n'importe qui, car ils ont moins de M dans leurs mitochondries, les mitochondries qui sont les usines d'énergie de nos cellules. Les 5 à 10% de la population qui ont moins d'enzymes à porphyrine sont les fameux canaris dans la mine de charbon, dont les champs d'avertissement ont tragiquement été ignorés. Les canaris dans la mine de charbon, cela fait référence à la pratique utilisée dans les mines de charbon au début du XXe siècle. Les mineurs apportaient avec eux un canari et celui-ci servait de signal d'avertissement en cas d'émanation de gaz toxiques, principalement le monoxyde de carbone. Lorsque ces canaris cessaient de chanter, cela marquait le signe de l'intoxication. Ils sont les personnes qui furent atteintes de neurasthénie dans la seconde partie du XIXe siècle, lors de l'invasion des câbles télégraphiques. Ils sont ceux touchés par les divers produits chimiques tels les somnifères des années 1880, les barbituriques des années 1920, etc. Ils sont les hommes, les femmes et les enfants atteints de multichimicosensibilité,
empoisonnés par cette soupe de produits de synthèse qui nous est versée dessus depuis la Seconde Guerre mondiale. Ils sont ces âmes abandonnées, atteintes d'hypersensibilité électrique, délaissées derrière leurs ordinateurs, forcées même pour certains à l'exil à cause des radiations de la révolution du sans-fil. Dans la deuxième partie du livre, nous verrons tout simplement comment la population mondiale est irrémédiablement touchée, résultante de cris d'alerte jamais écoutés. Un dernier mot de ma part pour conclure cette première partie du livre. Comme je l'ai dit plusieurs fois, il me semble important d'être conscient de l'impact, qui est certes invisible, lent et pernicieux, de ce facteur environnemental qui nous percute tous les jours. En fait, à un niveau des plus accessibles, plus on va prendre de distance avec nos appareils, plus je pense nous les utiliserons à bon escient. Il n'en va pas simplement de notre santé physique, qui est le thème du livre d'Arthur Firstenberg, mais je pense qu'il en va aussi de notre santé mentale. Les écrans, qui sont des interfaces de médiation qui sont censés nous connecter, en fait, nous déconnectent de la réalité physique et immédiate de ce monde. Alors tout n'est pas à jeter à la poubelle, bien sûr. Dans ces technologies nous permettent beaucoup de choses. Mais elles semblent surtout nous connecter à un monde virtuel où le réel est faussement dupliqué. Et où je pense subrepticement que le libre arbitre fait alors place à une influence, voire un guidage savamment orchestré par un accompagnement algorithmique de la vie. Ça, c'est Eric Sadin qui dit ça. Je ne m'étendrai pas plus sur le sujet, mais essayons d'élever notre conscience pour notre bien physique et notre bien mental. Voilà. Je vous remercie pour votre suivi, pour votre attention. Faites passer ça aux personnes dans votre entourage qui sont électro-hypersensibles. Je pense qu'elles apprendront beaucoup de choses. S'il vous plaît, likez et commentez ces vidéos. Abonnez-vous. Il en va de la diffusion algorithmique sur YouTube de ce contenu, qui je pense est très important. Je pense que c'est nécessaire de se rendre compte vraiment de l'impact insoupçonné des champs électromagnétiques sur notre santé. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et prenez soin de vous. On se revoit pour le début de la deuxième partie du livre et nous commencerons avec l'impact des champs électromagnétiques sur les maladies cardiovasculaires. Vous verrez, c'est impressionnant. Merci à vous. Salut!